Bonjour et bienvenue à tous sur ce numéro du podcast BUT. Pour cet épisode, nous serons en compagnie de Mohamed Keita, investisseur en capital et entrepreneur. Bonjour Mohamed. Bonjour Niamoui. Bienvenue. Merci. Pour ce premier numéro, nous allons parler d'investissement en capital. Mais avant, qui est Mohamed Keita? Très bonne question Niamoui. Déjà, je te remercie de m'avoir invité sur ton plateau. Alors, je suis un entrepreneur, j'aime bien me définir comme cela, dans la mesure où très tôt j'ai eu le désir d'entreprendre, de me lancer dans la création de projets que j'estimais à fort potentiel. Cela m'a amené pêle-mêle à exercer des activités dans le domaine du conseil, notamment le conseil financier et fiscal, et également dans la distribution spécialisée, j'entends, de produits électroniques et de produits de téléphonie. Et à côté de ça aussi, j'ai fait du mobile banking à ses débuts. J'ai contribué à développer un réseau de mobile banking dans le sud du pays. Donc, j'ai été un entrepreneur un peu touche à tout. Je me suis essayé à des secteurs qui n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est le désir d'entreprendre. Donc, par rapport à mon parcours académique, je suis plutôt un financier. J'ai fait des études de finance d'entreprise. Et après cela, j'ai investi directement le monde du conseil. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier d'avoir contribué à la création de quelques entreprises qui ont eu un certain impact de mon point de vue, notamment dans le domaine de l'accompagnement et le développement de jeunes entreprises. Et aujourd'hui, la casquette que j'aborde, c'est surtout celle de lever des fonds pour ces entreprises-là, que ce soit des PME ou des startups, de sorte que elles puissent avoir accès à des ressources financières longues pour leurs projets. Alors, pour parler des différentes formes d'investissement, aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement en capital. Alors, Mohamed, en quoi consiste l'investissement en capital? Niamou, déjà, merci pour cette question que je trouve très pertinente et surtout dans le contexte malien. Je pense qu'il est opportun aujourd'hui de parler davantage de ce que c'est que l'investissement en capital, qui est une forme de financement pour les entreprises, les entrepreneurs, qui est très usité dans d'autres latitudes, mais au Mali, qui est relativement nouveau. Alors l'investissement en capital, si vous voulez, on peut l'assimiler à une prise de participation par un financier tiers qui n'est pas par exemple dans l'équipe des cofondateurs de l'entreprise, mais qui apporte de l'argent, de sorte que l'entreprise voit son bilan renforcé. Alors, tu me diras pourquoi. C'est d'abord, une fois que l'entreprise a un bilan qui est bien renforcé, ses fondamentaux sont solides et du coup, d'autres financiers tels que les banques peuvent intervenir dans l'entreprise pour la financer. Donc, ça peut être un levier pour lever plus d'argent et déjà pour assainir l'entreprise, parce que les investisseurs en capital, avant d'intervenir, ils font énormément de vérifications parce qu'ils prennent beaucoup de risques en donnant cet argent-là qui, je le rappelle, est différent de la dette. Alors, je pense que certainement au cours de nos échanges, on aura l'occasion d'en parler plus en détail pour que les gens voient bien le distinguo entre la prise de participation, donc l'investissement dans le capital, et la dette que tout le monde connaît, notamment avec ce que les banques commerciales proposent. Alors, Mohamed, est-ce que le capital d'investissement est la meilleure forme d'investissement pour les startups? Oui, moi je pense que l'investissement en capital a beaucoup de vertus pour une entreprise qui en bénéficie. Tout d'abord, il faut savoir que quand un investisseur en capital décide de financer une entreprise, c'est que cet investisseur s'est assuré que cette entreprise est rentable déjà, et ce qui n'est pas mauvais. C'est que surtout, avant tout, cet investisseur s'est assuré que cette entreprise est portée par des personnes compétentes,
par des personnes qui ont montré une capacité d'exécution par le passé, parce que c'est plus sur les promoteurs de l'entreprise qu'on investit en tant qu'investisseur que sur l'entreprise elle-même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on prend des risques aux côtés des promoteurs pour développer l'entreprise sur la durée. Et donc, avant de faire cela, il y a bien entendu toute une phase d'investigation, j'ai envie de dire, donc de vérification, de diagnostic de l'entreprise dans l'ensemble de ses fonctions clés, fonctions commerciales, fonctions financières, fonctions opérationnelles, etc., pour s'assurer que tous les risques sont clairement identifiés et que les moyens de maîtriser les risques inhérents à l'entreprise existent. Donc, c'est bénéfique à l'entrepreneur dans la mesure où il ne bénéficie pas que de l'argent, mais il bénéficie surtout d'expertise pour développer davantage l'entreprise. Et surtout, ils sont entourés par des spécialistes, chacun dans son domaine, afin que l'entreprise soit parmi les plus performantes de son secteur. Donc pour moi, l'investissement en capital révèle beaucoup d'avantages par rapport à la dette. Par exemple, si vous bénéficiez d'une dette avec une banque commerciale, vous n'avez pas ce degré de suivi, ce degré d'accompagnement que l'investisseur en capital va vous proposer. Parce que l'investisseur en capital, il prend in fine des risques à vos côtés. Parce que ce n'est pas de la dette comme je l'avais évoqué tantôt. Il rentre dans le capital et nous, dans notre thèse d'investissement, nous sommes plutôt des investisseurs minoritaires. Ça veut dire que nous n'avons pas vocation à nous substituer aux promoteurs. Nous les accompagnons. Donc nous prenons des participations de sorte que nous demeurons minoritaires dans le capital. Donc le promoteur ou les promoteurs continuent de contrôler leur entreprise. Et nous, sur une durée en moyenne de 6 ans, 5-6 ans, pendant ce temps, nous renforçons l'entreprise en la développant, en apportant de l'expertise, en apportant des compétences pour que l'entreprise puisse passer un cap. Alors, c'est encore plus intéressant dans la mesure où cet investissement en capital, il est plutôt complémentaire de l'investissement classique en dette bancaire, par exemple. Si on renforce le bilan d'une entreprise en renforçant ses capitaux propres, ça engage encore plus de confiance de la part des banques. Ils vont se dire, ah, attention, telle entreprise a dans son capital tel investisseur. Pour eux, c'est un gage supplémentaire de confiance en se disant que si un investisseur en capital est dans cette entreprise, c'est que cette entreprise a des fondamentaux qui sont solides. Et cela a été vérifié. Sinon, les investisseurs en capital ne seraient pas là. Donc, ça, c'est un des gros avantages qu'on peut évoquer. Et l'entrepreneur bénéficie de plus d'expertise, il est mieux conseillé, il est mieux accompagné dans son projet. Et bien entendu, à côté de tout cela, il y a un facteur qui, à mon avis, est beaucoup plus important. C'est que quand on est investisseur en capital, on met des ressources financières à la disposition de l'entreprise sur une durée beaucoup plus longue qu'une banque ne le ferait. Au Mali, il est très difficile d'avoir de la dette bancaire au-delà de 2 ans. Même 3 ans, c'est pratiquement rarissime. Quand une banque vous prête de l'argent et en considérant même que vous avez un beau projet, vous avez mis tous les collatéraux sur la table en termes de garantie foncière et tout ce que vous voulez, la banque, au bout de 2-3 ans maximum, va vous demander d'éponger complètement la dette. Donc, ce ne sont pas des ressources longues. Et l'investissement en capital a cet avantage que notre argent, l'argent que nous mettons à la disposition des entrepreneurs, il est patient. Hein. J'ai envie de dire les choses comme ça. C'est de l'argent qui n'est pas pressé. Donc, il prend son temps pour qu'il renforce davantage l'entreprise. On va pas... l'investissement qu'on va mettre dans le capital de l'entreprise, ce n'est pas une dette. On ne va pas demander au bout d'1 an, de 2 ans de le rembourser. Alors peut-être tu me demanderas qu'est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, nous y gagnons. Alors nous, on fait le pari que cette entreprise dans laquelle nous investissons, elle va prendre de la valeur.
quand nous investissons, elle vaut 100. Nous, on fait le pari qu'au moment où nous voudrons sortir de cette entreprise, qu'elle vaille 500. Donc, on aura multiplié sa valeur par 5. Et donc, par ricochet, nos participations auront pris de la valeur dans la même proportion. Voilà ce que nous gagnons en tant qu'investisseurs en capital. Mais cela sous-entend que nous avons travaillé auprès des promoteurs pour renforcer cette entreprise, la développer, la consolider, de sorte que son chiffre d'affaires, ses revenus puissent augmenter, que sa rentabilité puisse s'améliorer, que tous ces fondamentaux puissent être consolidés en termes de relations clientèle, en termes de process métier, en termes de productivité, etc. Et c'est à ce prix-là que les participations que nous détenons prennent de la valeur. Et cette valorisation, elle est matérialisée au moment où nous décidons de sortir du capital de l'entreprise, soit en revendant nos parts aux promoteurs eux-mêmes, s'ils décident de les acheter comme ils en ont le droit, ou à d'autres investisseurs qui prendront notre relais pour encore continuer à accompagner ces entreprises-là. Ok, je te remercie déjà parce que tu viens par la même occasion de parler du processus en fait de l'investissement en capital. Alors, comment bénéficier justement en tant qu'entrepreneur malien de cette forme d'investissement? Alors, pour moi, la chose la plus importante, c'est que on identifie clairement son projet. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Comment on se projette dans le temps? Quelle est notre vision stratégique? Et cet exercice doit être fait en tenant compte de la réalité de son marché, en tenant compte de la dynamique de son marché, et bien entendu dans une logique sectorielle également. Ça va dépendre du secteur dans lequel vous évoluez. Une fois que vous avez fait cette introspection avec vos équipes, avec vos associés, et vous définissez un projet. Et maintenant, ce projet, il faudrait qu'il puisse intéresser un investisseur en capital, qui, je le rappelle, est beaucoup plus exigeant que le banquier. Naturellement, il prend plus de risques que le banquier, donc il est beaucoup plus exigeant dans la qualité des projets qui lui sont soumis. Donc, du point de vue d'un investisseur, quelle est la qualité d'un projet? C'est d'abord son potentiel à générer des revenus et de l'impact. Donc, nous, on a une thèse d'investissement qui fait que nous accordons beaucoup d'importance à l'impact de nos investissements, l'impact en termes de création d'emplois, par exemple, l'impact en termes d'amélioration de la gouvernance des entreprises dans lesquelles nous investissons, et ça va jusqu'à l'impact en termes de protection ou en tout cas de consolidation de l'environnement. Et ceci, mis ensemble, peut refléter quelle est la valeur intrinsèque d'un projet d'investissement qu'on va considérer. Donc, nous, par essence, nous n'investissons que dans des entreprises qui sont sur des marchés qui sont eux-mêmes en croissance. Donc, typiquement, si l'entreprise évolue dans un secteur qui connaît un ralentissement, qui est en recul, qui ne croît plus, il va de soi que ce secteur va moins nous intéresser qu'un secteur où on voit qu'il y a de plus en plus de demandes et que cette demande mérite d'être de mieux en mieux satisfaite, où on doit aussi accompagner des entreprises à proposer plus de sorte à satisfaire cette nouvelle demande-là. Donc, le facteur dynamique de croissance du secteur va beaucoup compter. On est aussi des investisseurs qui essaient d'accélérer la croissance de ces entreprises-là. Nous ne sommes pas, par exemple, des redresseurs d'entreprises en difficulté. Ce n'est pas notre métier. Il y a d'autres spécialistes pour cela. Donc, cela veut dire que nous, quand une entreprise est déjà dans des difficultés très sévères, nous ne sommes pas les mieux qualifiés pour l'accompagner. Donc, on va privilégier des entreprises qui sont rentables, même si cette rentabilité peut encore être améliorée. On n'a pas vocation, par exemple, à investir dans une entreprise qui perd de l'argent de façon
structurel. Ça ne nous intéressera pas. Et on va regarder, bien entendu, la qualité de l'équipe. Quelle équipe est derrière le projet, qui y sont, quelles sont leurs compétences, quel est leur pédigré, leur moralité. C'est autant de facteurs que nous considérons également avant de décider d'investir dans une entreprise. Donc, pour terminer là-dessus, ce que moi je suggérerais à des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement tel que le nôtre, c'est de se préparer en amont, donc en définissant un projet de qualité, en s'entourant des personnes les plus compétentes qu'ils puissent identifier pour accompagner leur projet, et surtout en étant le plus transparent possible dans leur dynamique d'échange. Je l'avais évoqué tantôt, nous sommes très exigeants dans nos diligences, donc c'est-à-dire toutes les procédures de vérification que nous faisons en amont avant de présenter le dossier à nos actionnaires. Donc, dans ce processus d'échange, nous demandons énormément d'informations que nous vérifions, que nous essayons de challenger autant que possible. Donc, l'entrepreneur doit aussi être dans cette dynamique de transparence, c'est-à-dire de donner les bonnes informations, des informations fiables. Et je sais que ce sujet est très important, notamment au Mali, où il n'est pas rare de voir des entrepreneurs qui prennent certaines libertés avec la mise à disposition d'informations fiables. Par exemple, beaucoup d'entrepreneurs constituent des états financiers pour le même exercice, mais en 3 versions différentes. Comme ils le disent eux-mêmes, il y a la version pour le banquier, qui est une version très enjolivée, où on fait dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas réellement. Il y a une version très, très pessimiste des choses où on dit que tout va mal. Ça, c'est pour le service des impôts, pour dire qu'on ne gagne pas d'argent alors qu'on en gagne. Et il y a la vraie version qu'on garde pour soi-même. Alors, ce genre de pratique n'est pas idéal quand on souhaite travailler avec un capital investisseur. Il faut être transparent, il faut donner de très bonnes informations, des informations fiables, de sorte que l'investisseur en capital il puisse clairement identifier le potentiel et surtout les risques. Il ne s'agit pas de dire on n'investit pas dans une entreprise qui a des risques, non. Il s'agit de dire on investit dans une entreprise qui a certes des risques, mais qui a aussi un gros potentiel. Et les risques qu'on a identifiés, on est en mesure d'apporter des réponses de sorte qu'on puisse les mitiger autant que possible. Alors Mohamed, au regard du système malien, est-ce que tu es optimiste par rapport à ce mode de financement? Oui, moi je suis plutôt optimiste parce que déjà on a commencé à travailler. Moi j'ai eu des échanges très riches avec beaucoup d'entrepreneurs ces derniers mois et je sais que c'est un mode de financement qui est plutôt méconnu, mais quand on l'explique avec les bons mots et surtout quand on fait percevoir aux entrepreneurs les avantages de ce mode de financement par rapport au financement classique, nous, on a senti tout de suite une adhésion. Mais cependant, on sait qu'effectivement, il y a un niveau de préparation qui n'est pas là parce que nous sommes très, très exigeants en termes de mise à disposition d'informations fiables. On s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs n'avaient pas l'organisation et la structuration nécessaires pour nous apporter ces informations-là. Mais c'est ça aussi notre mission, c'est de les accompagner à se structurer, à produire de l'information financière de qualité fiable qui nous permette, nous, de fonder notre opinion sur le potentiel de l'entreprise, son niveau de risque, afin de décider est-ce qu'on y investit ou pas. Donc, sur ce plan, je suis plutôt confiant que c'est un mode de financement qui va faire son chemin, mais qui nécessitera bien entendu de la pédagogie, de la sensibilisation, de l'explication pour que les entreprises en perçoivent tout le bénéfice. Et déjà à cet effet, on a lancé des initiatives, notamment le programme Republic of Entrepreneurs qui est un antichambre, l'antichambre de l'investissement en capital de notre point de vue,
Qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de ce programme-là? Nous identifions des PME et des startups avec un fort potentiel de croissance. Nous les accompagnons avec des programmes de type Investment Readiness, c'est-à-dire des programmes de préparation à la levée de fonds, donc particulièrement à l'investissement en capital. On regarde le projet, on challenge les promoteurs, on donne des conseils pour constituer un dossier de sorte que ce dossier puisse intéresser les investisseurs en capital. Et à travers ce programme-là, on a déjà aussi commencé à déployer un programme de financement d'amorçage où on peut avancer de l'argent à des entrepreneurs. Ce programme, on le déploie grâce à l'Union européenne à travers son fonds fiduciaire d'urgence qui s'appelle le FFU et au groupe panafricain d'investissement en capital qui s'appelle Investisseurs et Partenaires, IEP, qui a lancé le programme IEP Accélération au Sahel. À travers ce programme-là que j'ai déployé au Mali avec mes partenaires, on peut avancer de l'argent à des entrepreneurs jusqu'à 40 millions de francs CFA sur 2 ans. Et ce, à des conditions très avantageuses dans la mesure où on ne prend pas de taux d'intérêt, on ne prend pas de garantie. Mais ce programme, on le déploie aussi surtout pour préparer l'entreprise à prétendre à un investissement en capital qui sera plus conséquent. Donc, pendant ces 2 ans-là, nous consolidons l'entreprise, nous travaillons sur ses fondamentaux, et nous travaillons avec les équipes, nous essayons de consolider la clientèle, de renforcer les fonctions clés, de sorte que l'entreprise puisse être prête après pour l'investissement en capital. Donc, moi, je suis plutôt optimiste que les entrepreneurs maliens vont adhérer à cette nouvelle offre. Alors, une toute dernière question. Oui. Comment les startups et les PME peuvent accéder à ces programmes que tu viens de citer? Oui, alors pour l'instant, nous commençons timidement, on va dire, notre communication, mais déjà sur les réseaux sociaux, nous avons créé des pages Republic of Entrepreneurs où ils peuvent nous poser des questions, ils peuvent nous suggérer leurs projets, ils peuvent même prendre rendez-vous avec nos équipes qui se feront un plaisir de les recevoir, d'échanger sur leurs projets et de les accompagner autant que possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'investisseur en capital, on ne dit jamais un nom définitif à l'entrepreneur. Ce n'est pas dans notre intérêt, mais on vous dira toujours pourquoi on ne peut pas investir le projet en l'état et on vous dira quoi améliorer, quoi changer pour que le projet puisse nous intéresser. Et dans tous les cas, c'est l'entrepreneur qui est gagnant dans nos échanges. Alors, merci Mohamed. Nous sommes déjà à la fin de ce premier podcast de BWT. Merci d'avoir répondu présent et à la prochaine. Merci pour l'invitation. Et nous voilà au terme de ce premier numéro du podcast BWT. Merci à notre invité et merci à vous très chers auditeurs. Retrouvez nos numéros sur toutes les plateformes de podcasting. En attendant, prenez soin de vous en cette période de pandémie et à très bientôt.